Bonjour. Au sommaire de votre magazine juridique de ce mois d'octobre, nous allons revenir sur les grèves qu'ont tenues les avocats depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, pour vous expliquer leurs causes et leur but. Le grand premier axe de colère, qui ne date pas d'hier, ça fait bientôt 15 ans que les avocats s'en plaignent, c'est le problème de l'aide juridictionnelle, que l'État ne finance pas comme il devrait le faire. Ce qui place l'avocat qui accepte d'intervenir en matière d'aide juridictionnelle lorsqu'il veut travailler en conscience dans une situation inextricable. L'autre problème plus récent, vous savez que nous avons fait la grève avant-hier, c'est celui du projet de déréglementation de notre profession aux côtés d'autres professions libérales. Nous sommes moins concernés que les autres professions dans la mesure où nous n'avons pas de monopole et pas de numerus clausus. Néanmoins, certains points de ce projet de réforme sont inquiétants et en matière de droit, la sécurité, le gage d'une profession réglementée, c'est capital. Donc pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau maître Patrick Ledonne du barreau de Nice, qui est ancien bâtonnier, membre du Conseil de l'Ordre actuellement et surtout membre du Conseil national des barreaux. C'est l'organisme au niveau national qui représente la profession et qui réglemente la profession. Donc vous êtes au fait de la situation, vous planchez sur ces sujets depuis un certain temps. Concernant le premier, celui qui fait vraiment grincer des dents les avocats, donc l'aide juridictionnelle, est-ce que vous pouvez rappeler à qui elle bénéficie, dans quelles conditions de ressources, quels sont les avocats qui interviennent à l'aide juridictionnelle, de quelle manière, etc. Et surtout, quelle est la raison de la défense de ce grand principe d'accès au droit dans l'intérêt des justiciables, parce qu'il faut bien comprendre que cette grève sur l'aide juridictionnelle, c'est pas corporatiste, c'est pour offrir une défense de qualité aux plus démunis. Tout d'abord, bonjour Marie-Pierre et merci de m'avoir invité aujourd'hui pour ces sujets brûlants d'actualité. J'allais dire d'actualité, l'aide juridictionnelle l'est depuis de nombreuses années, puisque depuis la réforme de 1990, l'accès au droit et l'accès à la justice pour les plus démunis est un grave problème pour la profession d'avocat, mais surtout pour les justiciables. En effet, certaines catégories de population n'ont jamais vu ni franchi la porte d'un cabinet d'avocats. Une récente étude démontrait que plus de 50% de la population française n'était jamais rentrée dans un cabinet d'avocats par peur, justement parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens et parce qu'ils avaient peut-être une idée de la profession qu'elle n'est pas celle qui est aujourd'hui la profession que l'on connaît, que nous connaissons et qui pose effectivement des difficultés. Alors l'accès au droit. L'accès au droit, c'est une loi de 1990 et depuis des années, la profession d'avocat, tout comme le gouvernement, essaye d'accéder à ce qui est une mission de service public. Cette mission de l'État a un pilier du droit, l'accès à la justice. L'accès pour tous à la justice est une difficulté particulière dans la mesure où les plus démunis doivent, comme tout un chacun, pouvoir défendre leurs droits, être représentés et avoir accès, surtout lorsqu'ils ont des conditions de ressources difficiles. Alors, vous parliez de conditions de ressources. À l'heure actuelle, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2014, on a une revalorisation du seuil d'accès. Ils sont encore relativement bas, puisque 937 € sans condition de charge, ni de ressources particulières ou d'enfants ou de personnes à charge, c'est le minimum pour avoir l'aide juridictionnelle totale. Vous avez après des conditions d'aide juridictionnelle partielle, c'est-à-dire qu'on va vous choisir un avocat et les avocats entre eux ont à un moment donné des difficultés particulières pour répondre à cette mission-là. Les crédits qui doivent être donnés, on sait bien et on parle beaucoup aujourd'hui des difficultés et des carences de l'État, de cette dette colossale, tout cela entrave les missions et les volontés de réformer. Et cette réforme, on en a besoin. Pourquoi ? Parce que les avocats, comme les justiciables, doivent remplir leur mission et permettre effectivement, sans en supporter à l'issue la seule charge, de remplir des conditions et un des piliers de notre droit, permettre à tout le monde d'être défendu. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons bien, mais nous voulons effectivement ne pas le faire toujours à perte. C'est ce que nous avons malheureusement depuis 2000 eu de la part de l'État une consécration du fait qu'on devait remettre à plat l'aide juridictionnelle, l'aide juridique à l'heure actuelle, parce qu'on sait que l'aide juridictionnelle n'est que subsidiaire. Nous avons aujourd'hui des contrats de protection juridique et autres qui viennent effectivement dire si vous avez d'autres solutions, l'aide juridictionnelle doit être quelque chose qui sera subsidiaire. Donc l'enveloppe du gouvernement n'est pas suffisante pour faire face aux besoins à l'aide juridictionnelle, contrairement aux autres pays européens par exemple. Il faut savoir que la France a un budget justice qui est parmi les plus bas. Donc il y a un vrai désengagement. Ensuite, le gouvernement, les autorités publiques disent qu'il n'y a pas la possibilité financière, économique de fournir l'enveloppe suffisante.
c'est cela. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer, par exemple, parce que ça, les gens ne le savent pas forcément, ce que perçoit un avocat lorsqu'il assiste quelqu'un devant une audience correctionnelle, par exemple. C'est un exemple assez flagrant. Alors. Une audience correctionnelle, ce sont des dossiers importants qui peuvent prendre toute une après-midi, voire toute une journée de son temps, avec des enjeux à la clé très graves. Voilà. Combien percevra l'avocat qui accepte d'intervenir à l'AJ? Alors, un peu plus de 21 € l'UV, vous arrivez à 8 UV pour une audience correctionnelle. Sachant que l'audience correctionnelle, ce n'est pas simplement l'attente pour plaider le dossier, c'est en amont la préparation, une instruction qui a pu être importante, la réception du client, la préparation d'un dossier, d'une plaidoirie, d'un dossier, une évolution éventuellement en ce qui concerne aussi la possibilité procéduralement de soulever un certain nombre de nullités et autres. Tout ça, ça demande effectivement un temps de présence, un travail effectif dans l'intérêt du justiciable. Et le justiciable qui effectivement peut, à l'issue de ses prestations, encourir une peine privative de liberté, a besoin effectivement d'un avocat qui soit compétent, efficient et à ses côtés. Et à ses côtés, ça veut dire disponible. C'est ce que font tous les avocats qui choisissent de défendre, aussi bien dans des groupes de défense pénaux que, bien évidemment, au titre de l'aide juridictionnelle pour les plus démunis. Et aujourd'hui, le sentiment, c'est quand vous avez travaillé pendant des mois et des mois, des semaines, pour arriver à une audience finale devant un tribunal correctionnel et que vous êtes payé 8 EV, c'est-à-dire moins de 200 € bruts, alors que vous avez des charges et que vous avez un certain nombre d'autres difficultés pour votre cabinet à assumer pendant que vous n'êtes pas présent, eh bien cette rétribution, elle est anormalement faible pour le travail qui est effectué par l'avocat, sachant... C'est même insupportable par rapport aux coûts qui sont demandés aux avocats, puisque profession libérale, c'est-à-dire beaucoup de charges, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que c'est du travail bénévole, en fait. 88 €, je crois, une correctionnelle toute seule. Là, vous avez parlé de 200 €, c'était l'instruction plus la correctionnelle. Il faut savoir qu'une instruction peut durer des années en matière correctionnelle. Tout à fait. Alors... avant qu'on puisse arriver à l'audience correctionnelle. Donc on voit bien que c'est complètement fou. Disproportionné. Et bien évidemment, le Premier ministre, M. Valls, lorsque le 8 juillet dernier a demandé au député M. Le Bouillonnec d'effectivement de remplir et de donner un rapport qu'on attendait pour la fin du mois d'août et qui devait être remis au Premier ministre et à Mme Taubira le 30 septembre dernier, c'est qu'effectivement ces difficultés, ces problèmes qui existent à l'heure actuelle doivent être en collaboration avec les avocats, en partenariat et dans des groupes de travail, être traités et arriver à la solution qui soit pour le justiciable le plus efficace. Voilà, parce que pour le justiciable, voilà, c'est ça. Pour le justiciable, le problème, c'est quoi? C'est que est-ce qu'on aboutit à une justice à deux vitesses? Ceux qui peuvent, qui sont les avocats qui acceptent l'aide juridictionnelle? Est-ce que ce sont des avocats, tous les avocats? Est-ce que quand quelqu'un veut choisir son avocat, l'avocat va lui dire oui automatiquement? Est-ce qu'il est obligé d'intervenir à l'aide juridictionnelle ou pas? Ou est-ce qu'il va refuser et qu'après on risque d'aboutir à une justice à deux vitesses avec des avocats qui low cost, en gros, qui acceptent d'intervenir de cette manière-là? C'est ça le problème pour les citoyens sur lequel il faut parler. Oui, je pense qu'effectivement, il faut éviter d'arriver à ces deux justices ou ces deux sortes d'avocats. Ceux qui, le public qui a les moyens de se payer un avocat et à l'heure actuelle de dire j'ai les meilleures prestations possibles, j'ai mon choix, j'ai mon avocat, il va me suivre et c'est le meilleur, et de dire que l'on a un avocat low cost, ce que je n'aime pas particulièrement, avec des prestations qui seront moindres. C'est pas possible. Un avocat, il doit faire son travail, quel que soit le dossier, quelle que soit la façon dont il est missionné. À partir du moment où on accepte une mission et on accepte de représenter un justiciable, un client, ce client doit être traité sous la responsabilité de l'avocat, de la même façon qu'il soit payé au titre de l'aide juridictionnelle ou qu'il soit payé et rémunéré comme habituellement lorsqu'il est choisi par l'avocat. En fait, le gouvernement nous demande de faire du bénévolat. Nous demande, c'est un transfert de charge. L'État n'est plus en mesure d'assurer sa mission de service public, de défendre ce qui est un pilier de la justice. Vous l'avez indiqué tout à l'heure. Au plan européen, nous sommes 23e sur 27 États. C'est impossible de continuer à travailler là-dessus. On doit prendre des dispositions pour que la justice soit à l'égal des autres juridictions européennes et que les avocats aient leur place avec la défense des plus démunis qui ont effectivement besoin d'être assistés, besoin d'être défendus. Alors, qu'est-ce que notre profession propose? Parce qu'on a proposé des solutions faisables, intelligentes, face à ce problème, c'est-à-dire l'État qui devrait fournir l'enveloppe nécessaire à offrir ce service public mais qui ne le fait pas.
parce qu'il ne le veut pas et qu'il dit qu'il ne le peut pas, les deux conjugués aujourd'hui, dans cette période de crise. Qu'est-ce que nous, on propose? Alors, la profession d'avocat, ça a fait des propositions, ce n'est pas des propositions récentes, c'est des propositions qui sont instaurées depuis des années, et notamment au sein du Conseil national des barreaux, dont je suis membre, la commission accès au droit a réfléchi sur un certain nombre de propositions à faire. La première des propositions, c'est de dire est-ce que l'aide juridictionnelle est aujourd'hui adaptée? Non, elle doit être mise à plat. Les pouvoirs publics en sont d'accord. Deuxième état, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a aujourd'hui des possibilités, c'est-à-dire qu'on a des possibilités de faire supporter sur l'ensemble du public et sur l'ensemble des professions, juridiques notamment, lorsque l'on fait des actes, de percevoir une taxe. C'est ce qui a d'ailleurs été fait à une époque, puisque lorsqu'il s'agissait d'envisager la création de la garde à vue et la défense et l'introduction de l'avocat dans le cadre de la garde à vue, en tout cas son déploiement dès la première heure, il a été prévu un timbre de 35 € qui était prévu. Le 1er janvier 2014, on l'a supprimé. Voilà. Il a eu lieu pendant un an. Il fallait payer 35 € chaque fois qu'on saisissait la justice. Quelle que soit la justice. Ça a été supprimé au début de cette année. Tout à fait. 2014. Ça a été supprimé. On s'est rendu compte qu'effectivement, 60 millions d'euros avaient été trouvés par ce système-là et par ce biais-là. Aujourd'hui, on sait que la présence de l'avocat va être renforcée au niveau de la garde à vue, puisqu'on va lui permettre dans d'autres circonstances d'être présent, d'être là. C'est les normes européennes qui sont transposées en droit français et qui ont des implications financières, monétaires et qui encore demandent à l'avocat d'être présent. Et les avocats seront là, ils seront présents aux côtés de leurs clients, aux côtés des justiciables, car il ne s'agit pas de les laisser tomber, même si la rémunération n'est pas suffisante. Mais il suffit aujourd'hui de considérer que ce transfert de charge est anormal dans la mesure où effectivement on le fait supporter sur les avocats et sur rien que ces professionnels du droit, on doit effectivement permettre de les rémunérer comme il se doit, de les rétribuer comme il se doit pour les prestations de qualité. On en était sur les propositions conformes pour pouvoir sur les pallier propositions, tout il avait ça. été prévu effectivement de taxer les contrats de protection juridique notamment. Voilà. C'est une solution qui avait été prévue. Il a été prévu aussi une solution, mais là bien évidemment on se retrouve avec le lobbying, si on peut parler de cela aujourd'hui, des compagnies d'assurance, des assurances de protection juridique qui effectivement n'entendent pas supporter ou augmenter leur coût de contrat, mais même 1 € sur un contrat, c'est assez indolore et ça permettrait effectivement de permettre d'asseoir une certaine assise financière. Contracter de manière obligatoire un contrat d'assurance juridique sur lequel effectivement une taxe serait prélevée. Si tout le monde contribuait, là on pourrait, voilà. Mais on a une résistance pour l'instant des assureurs qui veulent bien collecter mais qui ne veulent pas redistribuer. Ils aiment investir ensuite l'argent. Est-ce que cette résistance, on peut la faire tomber? Est-ce que le gouvernement peut être plus ferme par rapport à Il s'agit d'une volonté. Si le gouvernement a la volonté effectivement de l'indiquer, si M. Le Bouillonnec, dans le cadre de son rapport, l'envisage, pourquoi pas? Il est en tout cas insupportable d'entendre dire encore que ce sera une taxe sur le chiffre d'affaires des avocats qui donne beaucoup là-dessus. Il faut savoir que l'aide juridictionnelle et les fonds que nous recevons, c'est la profession qui les gère, c'est la profession qui les redistribue, et tout ça sans demander quelque rétribution que ce soit au ministère. Donc aujourd'hui, à l'État, nous avons effectivement une profession qui investit beaucoup, qui donne beaucoup de son temps en argent pour effectivement les justiciables et les difficultés qu'ils rencontrent, et on s'aperçoit que la réciprocité n'est pas vraie. Voilà, donc ça veut dire qu'au lieu d'entendre les propositions conformes, face à ce problème, on a bien compris qu'on ne pourrait pas augmenter l'enveloppe, donc on fait des propositions intelligentes, on nous répond, on va taxer vos chiffres d'affaires, à nous, les avocats, pour remplacer donc la carence du gouvernement. Enfin, là, c'est complètement inadmissible. Donc c'est pour ça qu'il y a ce bras de fer en ce moment. Tout à fait. Alors, ce bras de fer, pourquoi? Donc on est là pour être taxé, pas pour être écouté. En gros, c'est ça, hein, c'est ça qu'on ressent, nous les avocats, actuellement, une espèce de mépris vis-à-vis de la profession depuis quelques années, qui n'était pas le cas avant. On a vraiment beaucoup de mal à parler, quel que soit le sujet. Alors, on a surtout beaucoup de mal, non pas à parler, mais à être entendu. Et je crois qu'effectivement, l'écoute, c'est aujourd'hui, je crois que le nerf de la guerre, c'est effectivement l'argent que l'on a. On a un État qui manifestement est en crise. Certains ont même dit qu'il était en faillite, et c'est vrai que lorsque l'on doit budgéter une dépense, il faut trouver effectivement quelque chose qui soit là pour compenser. Et ce crédit, eh bien, les solutions qui sont trouvées sont toujours les mêmes. On pense qu'une profession d'avocat est la seule à même d'intervenir, alors qu'il n'y a pas qu'un avocat, il n'y a pas qu'un professionnel du droit qui puisse intervenir. Je pense à des ventes, notamment des ventes immobilières, à des ventes qui interviennent, ou que lorsque vous allez tout simplement chez votre banquier pour faire enregistrer un contrat de prêt ou autre pour lui donner une certaine dette certaine, eh bien,
effectivement, tous ces actes-là qui sont des actes juridiques normaux, courants, on peut effectivement les taxer, et c'est de manière assez indolore. C'est ce que proposait la profession d'avocat pour effectivement investir et donner un fonds au niveau de l'aide juridictionnelle, un fonds de roulement qui serait important. On s'est rendu compte, 60 millions d'euros, c'est prévu. Quand on sait qu'aujourd'hui, on nous a prévu et budgété pour la prochaine loi de finances 43 millions d'euros simplement comme budget de la justice associé à l'aide juridictionnelle, c'est notoirement insuffisant, sachant que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons avoir des missions qui vont augmenter, qui vont être prises en charge par l'avocat sans qu'on ait aujourd'hui des recettes qui permettront de les financer. Voilà, il faut aussi revenir sur une idée reçue selon laquelle les avocats seraient riches et donc pourraient financer tout ça, alors que ce n'est pas du tout le cas de nos chiffres d'affaires aujourd'hui. Vous êtes mieux placé que moi pour pouvoir le dire. Et deuxièmement, si on est encore plus taxé que l'on l'est déjà, il va falloir faire supporter ça par nos clients. Donc c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, voilà, et ça nuit aux intérêts de nos clients. Tout à fait, Marie-Pierre. Alors je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut penser, c'est que les justiciables et les services publics ont bien conscience que l'on est arrivé au bout d'un système. Le bout du système, c'est la loi de 90 sur l'aide juridique qui manifestement démontre qu'on n'arrive plus à remplir la mission de service public qui a été donnée et qui doit être effectivement conservée pour les plus démunis. On doit rebâtir l'aide juridictionnelle. Certains se plaignent effectivement que 937 € de seuil, c'est trop ou c'est trop bas pour certains. Il faut remonter ce seuil-là pour arriver à quelque chose qui soit un accès plus grand. Mais il faut que si l'on facilite cet accès, l'on ait des compensations. Alors que faire ? Eh bien, il faut travailler, il faut discuter et essayer de percevoir que les propositions de la profession d'avocat sont peut-être justifiées. On a envisagé aussi un certain nombre de structures dédiées qui sont peut-être critiquées par la profession, par certains, pour dire est-ce que l'on veut souhaiter des avocats à deux vitesses ? Vous aviez parlé tout à l'heure d'avocats low cost. Est-ce qu'il ne serait pas envisagé d'avoir, comme aux États-Unis, un certain nombre d'avocats qui sont des avocats d'affaires, des avocats d'élite, et puis d'autres avocats qui seraient pris en charge par la collectivité, pour ainsi dire, ou rémunérés en fonction d'une enveloppe de la collectivité, qui n'auraient qu'à défendre les plus démunis pour arriver. Je ne suis pas favorable à une telle solution parce que ce serait discriminant pour l'ensemble des confrères qui ont une compétence reconnue, voulue. Certains, au seuil et dans la profession, souhaitent effectivement parvenir à des solutions qui soient ces solutions qui permettent effectivement de dire à tout un chacun, ceux qui préfèrent défendre la veuve et l'orphelin le feront dans des structures dédiées, d'autres, ceux qui préfèrent être le terrain d'affaires, le feront différemment. Il faut revenir sur un système et sur quelque chose qui est un non-dit. La profession d'avocat n'est pas aussi riche qu'on veut l'indiquer. Quand on regarde toutes les professions réglementées à l'heure actuelle, les notaires, les huissiers, on a vu que leur chiffre d'affaires médian était nettement plus important que celui des avocats qui est en baisse à ce niveau-là. On n'est pas des officiers ministériels, on n'a pas une charge, nous n'avons pas un monopole, on le sait, puisqu'on est attaqué de toutes parts, ne serait-ce que le net qui fait du mal et qui donne des prestations des fois et qui vient dire que la prestation d'avocat, c'est pas grand-chose sur ces demandes-là. On vient donner une impression que le droit c'est facile et que les prestations et défendre quelqu'un, c'est très simple. Il faut se souvenir quand même qu'on a fait des études. C'est tout l'inverse. Et que c'est tout l'inverse, bien évidemment. Alors justement, parlons-en. La grève d'avant-hier sur le projet de déréglementation des professions. Je l'ai dit en préambule, on est un peu moins concerné que les autres professions que vous venez de mentionner, notamment les notaires par exemple, qui eux bénéficient d'un monopole. Qu'est-ce qui nous inquiète pour nous, avocats, et toujours dans le souci de mieux défendre les citoyens? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses sur la déréglementation qui sont dangereuses? Alors le contexte qui est prévu aujourd'hui, c'est un contexte qui n'est pas récent puisqu'on dépend de l'Europe. On le sait, avec ses avantages et ses inconvénients. Une directive service a été prise il y a une dizaine d'années, qui doit être transposée pour l'ensemble des professions libérales dans le droit français. On a traîné, on a des difficultés, et l'État français aujourd'hui, ayant des difficultés d'ordre budgétaire et respecter le déficit de 3%, eh bien, se voit contraint, et s'est vu contraint depuis le début de l'année au moins à 2 reprises, d'appliquer immédiatement la directive service. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on méprise un peu les professions libérales, puisqu'au lieu de travailler, au lieu de collaborer, s'asseoir autour d'une table pour essayer de mettre les bases d'une évolution de ces professions, notamment de la profession d'avocat, puisqu'on n'est pas sclérosé, on sait bien que notre profession évolue, notre profession on est même d'accord, nous, de devenir la grande profession du droit et d'englober tous les autres. On l'a déjà fait avec les anciens conseils juridiques, avec les anciens avoués, donc nous, on est complètement favorable à cela. Mais
dans la concertation, comme vous le dites, dans des choses tout à fait, je pense qu'il faut s'asseoir, il faut effectivement raisonner, il faut être raisonnable et arriver à des solutions et ne pas brandir immédiatement des solutions couperées. Lorsqu'on vient nous dire qu'il faut supprimer la territorialité au niveau de la postulation, c'est-à-dire effectivement des implications qui sont importantes pour le justiciable, ça veut dire que... Alors, on va expliquer ce que c'est la territorialité à la postulation, c'est-à-dire dans des procédures écrites, l'obligation de prendre un avocat du ressort du tribunal de grande instance à saisir. Tout à fait, voire de la cour d'appel lorsqu'il s'agit effectivement de faire appel d'une décision. Voilà. Ça a le mérite de la proximité, ça a le mérite effectivement de rendre proche le justiciable de son avocat, mais aujourd'hui, au niveau de l'ère numérique, on a tendance à indiquer que ce n'est plus tout à fait nécessaire, notamment avec les réseaux privés virtuels d'avocats que nous avons développés. Mais encore. Pourquoi pas? Mais ça entraîne cela entraîne des implications beaucoup plus importantes que celles qui sont dénoncées aujourd'hui. Supprimer la postulation, pourquoi pas? Mais il faut voir les conséquences. Les conséquences sont les suivantes. Vous, à partir du moment où vous touchez à la postulation, vous touchez effectivement aux ordres des avocats, aux ordres locaux d'avocats qui bien évidemment sont présents, et c'est parce que vous êtes inscrit à un ordre d'avocats que vous avez la possibilité de postuler auprès de cette EGI, auprès de cette cour d'appel depuis tout récemment, depuis 2011. La difficulté que l'on a à partir du moment où on veut supprimer la postulation, et surtout lorsque l'on veut déréglementer et que l'on veut effectivement permettre la possibilité de s'installer ou d'inscrire un bureau secondaire sans aucune autorisation d'un ordre, cela veut dire que vous envisagez de supprimer les ordres locaux et d'arriver à un ordre national. La profession doit quand même évoluer, doit quand même réfléchir sur cette évolution, qui est une évolution, j'allais dire, complètement révolutionnaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui, par rapport à cette solution séculaire qui est celle des ordres locaux, de la représentation par le Conseil national des barreaux au sein auprès des pouvoirs publics, et cette évolution qui est faite. Nous dire de manière abrupte que l'on doit supprimer la territorialité, ça a bien évidemment de la postulation, ça a bien évidemment ses implications. Mais on n'est pas simplement là. Lorsqu'on vient nous dire qu'il faut ouvrir aussi le capital des sociétés d'exercice libéral à des tiers, c'est-à-dire en respectant les 49% et une majorité bien évidemment pour les avocats, il faut quand même savoir ce que l'on fait. Des garanties, à partir du moment où on va ouvrir, on va se retrouver avec des personnes qui vont pouvoir intervenir, même si on enlève les banques, même si on enlève éventuellement des sociétés commerciales, on va se retrouver avec des cabinets d'avocats qui n'auront pas forcément l'indépendance et qui vont peut-être se trouver avec des conflits d'intérêts. Et ça, ce n'est pas bon pour le justiciable. Il faut toujours, à chaque instant, être en mesure de pouvoir respecter ce qui est notre éthique, ce qui est notre déontologie, notre règle. Lorsque l'on prévoit aussi de la même façon de dire, mais attention, la profession d'avocat maintenant pourrait exercer dans le cadre des structures commerciales, alors que depuis des années, notre profession est exclusivement civile, ça aussi, il y a des raisons à ça, c'est important. Voilà. C'est pas pour rien que ça existe et c'est pour éviter certaines dérives. Donc est-ce qu'on veut s'ouvrir à toutes ces dérives? Comme vous le dites, il ne faut pas se précipiter de cette manière. On doit réfléchir. Parce que l'Europe demande à la France de prendre ses dispositions vis-à-vis de la fameuse directive dont vous avez parlé. Tout à fait. Alors, toutes les professions libérales sont concernées, et la profession d'avocat encore plus, mais la profession d'avocat avec l'élément, j'allais dire, moindre par rapport aux autres, c'est qu'on n'a pas de monopole, que ce n'est pas un décret ministériel ou un arrêté qui vient nous installer, c'est un ordre qui choisit, après une prestation de serment, de nous inscrire. Donc l'inscription, elle est libre. À partir du moment où vous remplissez les conditions, que vous avez votre examen, il n'y a pas de numerus clausus, comme dans certaines autres professions où on va vérifier que... Et finalement, notre réaction à nous, par rapport à ces autres professions réglementées, elle est moins corporatiste et elle est plus dans le sens de l'alerte du grand public et des citoyens. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et aussi pour en parler et pour l'expliquer. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, pour conclure, sur le plan pragmatique, quand on fait ces grèves, qu'est-ce qu'on assure comme service aux justiciables? Alors, les grèves, bien évidemment, c'est toujours pour répondre à un besoin énorme de contester une situation qui est inappropriée. Ça doit toujours se faire, et les grèves qui ont toujours été effectuées, les mots d'ordre de grève qui ont été donnés au niveau national par le Conseil national des barreaux dernièrement, donc le 30 septembre dernier, et notamment par nos barreaux locaux et le barreau de Nice notamment, a été de dire les intérêts des justiciables doivent être préservés. Une grève, c'est quelque chose qui peut effectivement nuire aux intérêts de tout un chacun, mais nous, lorsque nous faisons la grève, nous veillons toujours à ce que l'intérêt de nos clients soit préservé. Pour ce faire, lorsqu'il y a des situations graves, lorsque vous avez une audience correctionnelle, lorsque vous avez une audience prud'homale qui traîne depuis des années et que vous avez un salarié qui attend depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans d'être
rémunéré ou d'être établi dans ses droits et d'être évoqué devant une juridiction prud'homale, bien évidemment que cette grève-là, elle peut effectivement avoir un certain nombre de limites, un certain nombre d'exceptions qui permettent de plaider ces dossiers. Voilà ce que la profession essaie de faire, c'est de garder sans esprit corporatif l'avantage qui est le sien, c'est-à-dire de dire la profession existe, mais elle doit toujours garder que sans les clients et sans les justiciables, la profession d'avocat ne serait rien. C'est le mot de la fin. Pour conclure, attention, en matière de droit comme en matière de santé, on touche à des choses fondamentales. Il faut absolument garder la haute qualité, ne pas envisager des prestations low cost. Si le gouvernement se désengage parce que financièrement il ne peut pas suivre, au moins ne pas envisager en contrepartie de nous imposer des choses qui ne sont pas admissibles, qui sont iniques et qui sont même dangereuses. Et le tout, bien sûr, sans concertation avec les avocats. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau magazine d'À votre avis maître. Merci Maître Ledonne pour toutes ces explications. À très bientôt.